Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la réalisation de l'algorithme de simplex. Donc, je rappelle jusqu'à présent ce qu'on a vu. Nous avons vu que dans le cas de la résolution graphique, nous avons tracé les fonctions objectifs et cherché l'optimum en intersection entre la fonction objectif en parallèle et l'espace de solution. Nous avons vu que l'optimum se trouve nécessairement sur un coin. Il y a une première possibilité, c'est d'énumérer tous les coins et de chercher la fonction objectif sur chacun des coins. Mais le problème, c'est que d'abord, il faut calculer les coordonnées des coins, qui sont l'intersection de plusieurs droites ou plusieurs plans. Et la deuxième des choses, il faut calculer la fonction objectif sur chacun des coins pour prendre la valeur optimale. Sinon, l'algorithme de simplex, il propose au lieu de passer par tous les coins, il propose d'énumérer, de passer par uniquement quelques-uns des coins avec des critères, bien sûr. D'abord, à chaque coin sur lequel on se trouve, il faut qu'il soit supérieur à ses adjacents et il passe d'un coin vers un coin adjacent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser les adjacents. Et la condition pour se déplacer du coin en cours, c'est qu'il va se déplacer vers un coin qui contient une fonction objective supérieure au coin où il se trouve. Sinon, si le coin en question il est supérieur en termes de fonction objective à tous les adjacents, donc on considère que le point en cours c'est un point optimal. La question, c'est par quel point on va commencer. En général, officiellement, c'est un coin arbitraire. Le nécessaire, c'est qu'il doit appartenir à un point, à un espace à l'espace de solution. Mais en général, on commence par l'origine, bien sûr, à condition qu'elle appartienne à l'espace de solution. Donc, l'algorithme de simplex, c'est un algorithme itératif. Ce qu'on avait vu la vidéo précédente en termes graphiques, c'est-à-dire on va le faire en termes de tableau, ni plus ni moins. C'est-à-dire on va lancer à partir d'un coin et aller vers un adjacent qui contient la plus grande augmentation de la fonction objective. Bien sûr, il y a des conditions d'arrêt pour arrêter l'algorithme de simplex. On va les voir immédiatement. Donc, comme on a dit, en général, on lance à partir du point 0, 0, qui est l'origine, et on va vers le point adjacent qui contient la meilleure augmentation de la fonction objective. Euh, donc, on va voir ceci par un exemple, d'accord? On reprend l'exemple de la machine qu'on a vu la vidéo précédente. Et on écrit la forme standard, bien sûr en ajoutant des variables d'écart. On voit en première approximation que la partie qui est encadrée, qui est relative aux variables d'écart, forme une matrice unité, donc elle peut construire une base orthonormée. C'est ce qu'on va faire. Donc on va considérer une base orthonormée, d'accord, et sur laquelle on va faire les applications de simplex. Euh, donc, normalement, il faut avoir une condition d'arrêt. Pour avoir une condition d'arrêt, il faut changer d'une itération à une autre. On va voir comment faire pour changer ces itérations. Donc, ça, c'est la forme standard sous forme de tableau, d'accord? Ça, c'est la fonction objectif. Ça, c'est les variables de base, d'accord? C'est ce qui était ici, pardon. C'est ce qui était ici. C'est les variables de base. Donc, ça va être x4, x5, x6, x7 en l'occurrence. Ça, c'est la fonction objectif. On appelle ça les delta J. On appelle ça les xi. Et ça, ce sont les xij. D'accord? C'est juste la nomenclature qu'on va utiliser dans les diapos suivantes. Donc voilà. Donc les éléments qui se trouvent dans la matrice sont les xij. Et les éléments qui sont à droite dans le second membre vont être appelés les xi. Et les éléments de la ligne Z qui sont ici, on va les appeler les delta J. D'accord? Donc ça, XI, XIJ, et ça, les delta J. Voilà. Euh, donc l'idée de l'algorithme de simplex,
c'est de jouer sur les variables qui sont dans la base qu'on avait vu ici. D'accord? Donc ça, ils sont appelés variables de base. Donc ça va être x4, x5, x6, x7 qui sont en première approximation, ce sont les variables d'écart dans la première itération. Donc ça, ce sont des variables de base qui sont ici. Et les variables qui ne sont pas dans cette colonne-là, on va les appeler variables hors base. Donc voilà, les variables de base, c'est les variables qui sont à gauche, et les autres variables sont des variables qu'on va appeler hors base. Une remarque, il faut toujours vérifier le long de l'exécution de l'algorithme de simplex, c'est que chaque fois, pour chaque itération, il faut que les delta J relatifs aux variables de la base doivent être toujours nuls. Ça, c'est un moyen de vérification pour voir si vous êtes dans le bon chemin de votre traitement de l'algorithme simplex. Donc voilà, l'algorithme simplex, il a deux opérations pour chaque itération. La première opération, c'est de faire entrer une variable qui n'est pas dans la base, de la faire entrer à la base. Et bien sûr, puisque la base doit garder le même nombre de vecteurs, on va faire sortir un vecteur de la base. Maintenant, la question c'est quel est le vecteur qui va entrer, quel est le vecteur qui va sortir. Ça, c'est ce qui va être précisé par Danzig. Bien sûr, sauf rencontre d'une condition d'arrêt qu'on va voir après. Donc le premier critère de Danzig, c'est le vecteur qui va entrer à la base. D'abord, il doit être hors base, bien sûr. Et on choisit celui qui a le plus grand delta J positif. D'accord? Et le deuxième critère, c'est celui qui va sortir. On va choisir les rapports xi sur xij qui sont finis, bien sûr, et positifs. On va choisir celui qui a le plus petit rapport xi, xij. Bien sûr, pour l'interprétation du premier critère, c'est que on choisit le delta J le plus grand pour passer au sommet adjacent qui contient la plus grande augmentation en termes de fonction objectif. Donc voilà les relations de mise à jour de Z et des XK. Donc ça, vous pouvez le vérifier après, à tête reposée. Donc on revient à notre problème de départ qui était le problème de la machine. Donc ici, nous avons le PL. Sous forme standard, nous avons ajouté les variables d'écart. On les voit ici, d'accord? Et ces variables d'écart, on les a considérées comme variables de base puisqu'ils forment une base. La voilà. Donc c'est la base qui est constituée de 4 vecteurs. D'accord? C'est le vecteur matrice unité, pardon. Et puis, ce qui est à gauche, ce sont les variables de base. Donc ça, c'est les delta J et ça, ce sont les seconds membres. Donc ça, ce sont les xi et tous les éléments de la matrice dedans vont être les xij. Donc l'algorithme de simplex, je rappelle ici le critère de Danzig pour entrer un vecteur hors base. On choisit celui qui a le delta J le plus grand. Donc les delta J, c'est ça. Le plus grand positif, c'est 12. Et du coup, le vecteur qui va entrer à la base, c'est le vecteur Y. Maintenant, pour choisir celui qui va sortir, on va prendre les rapports XI, ça ce sont les XI, et ça ce sont les XIJ. D'accord? On va faire la division. 1000 sur 0, c'est infini. On va pas le prendre puisqu'on cherche ici un terme qui doit être positif et fini. D'accord? 500 sur 1 est égal à 500. 1500 divisé par 0, c'est plus l'infini. 6750 divisé par 6, c'est 1000 et quelques. Et donc, le plus petit rapport, ça va être 500 sur 1, ça va être 1. Et donc, le vecteur qui va sortir de la base, ça va être le vecteur E2. L'intersection de cette colonne avec cette ligne, c'est ce qu'on appelle le pivot. En général, le pivot doit être égal à 1. Si c'est pas égal à 1, on va diviser toute cette ligne-là par la valeur du pivot pour qu'il soit égal à 1 pour la prochaine itération. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix du vecteur qui va entrer et du vecteur qui va sortir. Et puisque ce vecteur va devenir un vecteur de base pour la prochaine itération, donc il faut qu'on ait ici 0 partout, d'accord, et 1 sur
la ligne qui va contenir le Y. Donc ici, on doit avoir un 1, c'est déjà acquis, donc on va rien faire, on va laisser cette ligne intacte. Et puis, on va faire les calculs, transformation linéaire, pour que ici devienne un 0 et ici devienne un 0. D'accord? Donc pour avoir ici un 0, on va prendre la ligne E4, d'accord? Et faire LE4, on va le remplacer par LE4 moins 6 fois LY pour la prochaine itération. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dit. On va choisir le pivot, ça va être ce 1. Il est déjà égal à 1, donc on va le laisser comme ça, parce qu'il doit être égal à 1. Ici, le point de départ, c'était le 0, 0, 0. Voilà les coordonnées de point de départ, d'accord? On va changer, bien sûr, puisque y va entrer à la base, il va plus apparaître dans la fonction objectif. Donc, on va prendre cette ligne-là. Nous avons y plus E2 est égal à 500. Et on va remplacer y par son expression qui est égale à 500 moins E2. Et la fonction objectif va devenir 4x plus 3z moins 200, moins 12e2 plus 6000. Donc ça, c'est la nouvelle fonction objectif. Donc, après transformation, on va avoir cette matrice-là, d'accord? Donc, nous avons obtenu ici, il y avait déjà un 0, je rappelle, il y avait un 0, on va laisser intact. Ici, on a déjà un 0, on va laisser intact. Ici, pour avoir un 0, nous allons faire ça, moins 6 fois ça. Nous allons avoir un 0 ici. D'accord? De même, ici, le 0 va être acquis par le remplacement de y dans la fonction objectif. Et donc, la première des choses, je rappelle qu'il faut faire, c'est dans cette config-là, pour vérifier est-ce qu'on est dans le bon chemin, la première des choses, il faut que les delta j des vecteurs de base soient nuls. Premier vecteur de base E1, son delta j est 0, ça marche. Deuxième vecteur de base y, delta j 0, ça marche. Troisième vecteur E3, delta j 0, ça marche. Quatrième vecteur de la base E4, delta j de E4 0, ça tombe bien. Deuxième vérification à faire, il faut voir est-ce que la valeur de la fonction objectif correspond effectivement aux valeurs des coordonnées de x, y, z, puisque je rappelle que les variables de décision, c'est x, y, z. Donc, on rappelle que la fonction objectif, c'est 4x plus 12y plus 3z. Ici, les coordonnées, on va chercher les valeurs de x, y, z dans cette solution-là. X, on va chercher est-ce qu'il appartient à la base? Non, puisqu'il appartient pas à la base. Donc, dans cette solution, sa valeur va être 0. Voilà, 0. Y appartient à la base, oui. On va chercher la valeur de y dans la ligne y dans la colonne de second membre, qui est celle-ci. Elle vaut 500. Donc, coordonnées de y dans cette solution, 500. Le z, il n'appartient pas à la base et donc, il va valoir 0. Pour vérifier qu'on a bien fait, on va appliquer ces coordonnées-là à cette fonction objectif. Et donc, f de 0, 500, 0, c'est 4 fois 0, plus 12 fois 500, plus 3 fois 0, ça vaut 6000, c'est bon, d'accord? C'est ce qu'on a obtenu ici. Donc, première itération bien faite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher les delta J. Est-ce qu'il y a un delta J positif? On va le prendre. Donc, ici, les plus grands positifs, c'est 4. On va faire les rapports XI, XIJ. 1000 sur 1, c'est 1000. 500 sur 0, c'est plus l'infini. 1500 sur 0, c'est plus l'infini. 3750 sur 3, c'est 1000 et quelques. Et donc, le plus petit rapport va être celui-là. Donc maintenant, c'est juste, on rappelle qu'on est passé du point 0, 0 dans la première itération, on était là, 0, 0, 0. On est passé au point 0, 500, 0. Donc, ce qui va être graphiquement interprété comme ça. Donc, nous étions ici, on va passer au point 0 selon x1, 500 selon x2, et 0 selon x3. Donc, c'est ce point-là. Donc, on est passé de ce point-là vers son adjacent qui est celui-là. Maintenant, on va continuer. On va chercher parmi les adjacents du point C, dans quel point on va aller. Donc, il suffit de chercher le plus grand delta J comme on a fait pour la première étape. Donc, voilà,
Le plus grand delta J, c'est 4. Et le plus petit rapport, c'est celui-là. Donc, ce qui va entrer, c'est X. Ce qui va sortir, c'est E1. D'accord? On va mettre à jour la fonction objectif. Et donc, on va remplacer la valeur de X dans la fonction objectif. Pour trouver la valeur de X, on prend la ligne qui va sortir. Donc, nous aurons X plus E1 est égal à 1000. La voilà. Et du coup, X est égal à 1000 moins E1. On va aller dans la fonction objectif, la version précédente, qui est celle-ci. La voilà. Celle-ci. On va remplacer X par 1000 moins E1. Donc, ça va devenir 4000 moins 4000 moins 4E1. Donc, voilà. Nous allons voir moins 4E1, plus 4000 plus 6000, c'est 10 000, moins 12E1, 3Z. Donc, ça, c'est la fonction objectif à l'étape actuelle. Juste, on vérifie. Donc, la fonction objectif, c'est ça. Donc, ça va être dans la prochaine itération. On doit avoir un 0 ici, un 0 ici, un 3 ici, un moins 4 ici, un moins 12 ici, 0, 0. Et ici, on doit avoir 2000. Ça concerne la prochaine itération, bien sûr. Le travail qu'il faut faire, c'est il faut annuler tous les éléments de cette colonne-là, à part le pivot qui doit être égal à 1. Il est déjà égal à 1, on le laisse comme ça. Ça, il est déjà égal à 0, on le laisse intact. De même pour cette ligne. Maintenant, ici, c'est 3, on doit la rendre 0. On va faire cette ligne, moins 4 fois cette ligne, pour avoir un 0 ici. D'accord? Et pour avoir un 0 ici, il est déjà acquis par le calcul de la fonction objectif. Voilà l'itération suivante. Donc ici 1, 0, 0, 0. Voilà la fonction objectif de tout à l'heure. Donc 1, 3Z, moins 4E1, moins 12E2, plus 10 000. Juste pour vérifier, bien sûr, les coordonnées X, il appartient à la base. Donc on va voir le second membre, il vaut combien? Il vaut 1000. Donc les coordonnées c'est 1000. Y, il appartient à la base. Les coordonnées c'est 500. Le voilà. Et Z n'appartient pas à la base. Donc les coordonnées c'est 0. Et ce qu'on va faire, on va vérifier la fonction objectif de départ, qui est 4x plus 12y plus 3z. On va l'appliquer à ce sommet-là, d'accord? Donc, c'est 4000 plus 12 fois 500, c'est 6000 plus 0. 6000 plus 4000, 10 000. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a bien fait notre calcul. Donc, je rappelle, la première vérification, c'est le delta J des éléments de la base. X est un élément de base delta J0, Y élément de la base delta J0, E3 élément de la base delta J0, E4 élément de la base delta J0. Ça tombe bien. Est-ce qu'on a augmenté le Z? Sinon, c'est faux. Donc, on est passé de la première itération, nous avions ici 6000, pardon. Donc, ici, nous avons 10 000. Donc, on a réellement augmenté la fonction objectif. Et ce 10 000, il correspond très bien à ces coordonnées-là. Donc, tout paraît dans le bon sens. Maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle réitération? Oui. Il faut chercher, est-ce qu'il y a un delta J positif dans la ligne de delta J? Voilà, on trouve un delta J positif. On divise ça sur ça. 1000 sur 0, c'est plus l'infini. 500 sur 0, plus l'infini. 1500 sur 1, c'est 1500. 750 sur 2, c'est 350. Donc, du coup, c'est celui-là qui va, c'est le nouveau pivot, c'est-à-dire Z va entrer et E4 va sortir. C'est ce qu'on va faire. Sauf que ici, nous avons dit que dans la nouvelle itération, la prochaine itération I3, il faut que ce vecteur-là soit 1 ici et 0 partout. Donc, pour avoir d'abord un 1 ici, il faut diviser la ligne E4. On va la diviser par 2. Donc, nous allons voir 0, 0, 1, moins 3 demi, moins 3, 0, 1 demi, 325. Et pour avoir un 0 ici, il suffit de faire ça, moins la nouvelle ligne qui est ici, pour avoir un 0 ici. Pour avoir un 0 ici, c'est la fonction objectif, où on va faire disparaître le z, d'accord? Donc, nouvelle formule de la fonction objectif, c'est ça. Donc, le z n'apparaît plus. Et du coup, ici va devenir un 0. Donc la prochaine itération I3, il faut qu'on ait ici 0, 0, 0, 0 et un 1 ici. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Donc graphiquement, on interprète qu'on est passé, de 0, 0 à 0, 500, 0 au point 1500, 0. Voilà. On est passé de 0, 0 au point
0,500 au point 1000 qui est coordonnée de x1, 500 qui est coordonnée de x2, 0 qui est coordonnée de x3. Donc voilà jusqu'à présent le trajet qu'on avons fait grâce à l'algorithme de simplex. Étape suivante, est-ce que ce point-là, il a un adjacent qui peut servir de prochaine étape de simplex? On va voir le tableau. Donc le tableau, il contient un élément delta J qui est positif, d'accord? Voilà, c'est le 1 demi. On va choisir celui qui va sortir. Donc celui qui va entrer, c'est le E1. Celui qui va sortir, c'est le plus petit rapport. Ici, 1000 sur 1, c'est 1000. 500 sur 0, c'est plus l'infini. Et 1125 divisé par 2, ça va être 500 et quelques, fois 3, c'est 1000, c'est 1500. Non, divisé par 3, pardon, et multiplié par 2. Donc c'est inférieur à 1000 et du coup, c'est ce qu'on va prendre, c'est ce vecteur-là. Le E3 va sortir, le E1 va entrer. Les premières opérations qu'il faut faire, il faut avoir ici un 1, d'accord? Et ici un 0, ici un 0, ici un 0, ici un 0. Mais avant de faire cela, il faut d'abord vérifier est-ce que l'itération I3 actuelle, est-ce qu'elle est correcte. Nous avons vu qu'il y a plusieurs façons pour vérifier. La première façon, est-ce que les delta J de variables de base sont nuls? Pour le X, 0, c'est bon. Pour le Y, 0. Pour le E3, 0. Pardon. Et pour le Z, 0. C'est bon. Question 2. Est-ce que 11125, elle correspond à ces coordonnées? Coordonnées de X, puisqu'il appartient à la base, c'est 1000. Voilà. Y, c'est 500. Z, 375. Si on applique la fonction objectif de départ à ça, on va trouver 11125 et donc ça marche. Dernière vérification pour voir si vous êtes dans le bon chemin. Est-ce que on a amélioré? Donc nous sommes passés de première itération I0 qui valait 0. On est passé à 6000, on est passé à 10 000 et maintenant on passe à 11125. Donc on a augmenté la fonction objectif. D'accord? Donc, de même, pour avoir la prochaine itération, il faut écrire le vecteur qui va entrer. Donc, c'est le vecteur E1. Pour avoir la formule de E1, on va aller dans cette ligne-là. Donc, nous avons 3 demi E1 plus 3 E2 moins 1 demi E4 est égal à 1125. Donc, c'est cette ligne-là. Et on va prendre la valeur de E1, c'est ça moins tout ça, divisé par 3 demi. Et on va avoir enfin cette fonction objectif. D'accord? Donc la prochaine étape, on doit avoir un 1 ici et un 0 partout. Pour avoir un 1 ici, il suffit de multiplier cette ligne par 2 tiers. Pour avoir un 0 ici, il suffit de soustraire cette ligne. Ça va être ça, moins Lx. Pardon, Lx, ça va être Lx moins la nouvelle ligne qui est ici, puisqu'elle va avoir un 1 ici, 1 moins 1 c'est 0, et 1 moins 0 c'est 1, ainsi de suite. D'accord? Pour avoir un 0 ici, c'est la nouvelle formule de la fonction objectif qui va remplacer le E1 et faire disparaître le E1 de la fonction objectif, et du coup on doit avoir un 0 ici. Pour avoir un 0 ici, il suffit de faire cette ligne plus cette ligne. Donc ça va être 0 ici, c'est 0, 0, 1 plus 0 c'est 0, moins 3 demi plus 3 demi c'est 0, moins 3 plus 3 c'est 0, 0 plus 1 ça va être ici 1 plus ça c'est 1, et ça plus ça c'est 1500 à peu près. Voilà, pour avoir un 0 ici, nous avons dit que c'est la fonction objectif qui le fait, mais il se peut, si vous voulez avoir un 0 ici, les opérations que vous faites pour remplacer les lignes ici pour avoir un 0, on peut le faire ici. C'est-à-dire, pour avoir un 0 ici, il suffit de faire cette ligne moins, euh, moins cette ligne sur 3. D'accord? Donc ça va ici 1 demi moins 3 demi sur 3, c'est moins 1 demi, ça va être ici 0. Moins 3, moins ici, le tiers de 3, c'est 1. Donc moins 3, moins 1, on va avoir ici un moins 4, et ainsi de suite. Sauf qu'il faut faire attention que ici, pour cette dernière
euh, cette dernière case, il faut faire le signe inverse. C'est-à-dire, pour avoir un 0 ici, nous avons fait L delta J moins 1 tiers LE3. Ici, il faut faire L delta J plus 1 tiers LE3 dans cette colonne-là. C'est la seule différence qu'il y a dans cette phase de calcul. Donc voilà, on est passé, je rappelle que les coordonnées sont 1000, 500, 375. Donc 1000, c'est ce point-là, 500, c'est ce point-là, 375, c'est le point R. Et donc, on est passé du point qui est ici, qui est le point B, on est passé vers le point R. De même, est-ce qu'il y a un delta J hors base qui est différent? Donc on va faire entrer E1, on va faire sortir E3. Le résultat, c'est cette matrice-là, d'accord? Donc, après avoir fait les calculs, tout calcul fait, les vecteurs de base, il faut vérifier. Vecteur de base x, y, e1, z. Les delta j de vecteurs de base, 0, 0, 0, 0. C'est bien. Est-ce qu'on a amélioré le delta j, la fonction objectif? Oui. On est passé de 11125, on est passé à 11500. Les coordonnées correspondantes, x, il appartient, c'est bon, donc c'est le 250, second membre. Y, il appartient, c'est 500. Z appartient, c'est 1500. Et donc voilà les nouvelles coordonnées de point en question. Vérification, est-ce qu'on a augmenté? Oui, on est passé de 11125 à 11500. Voilà. Est-ce que 11500 il correspond à ces coordonnées-là? Apparemment, oui. Il suffit d'appliquer la fonction objectif initiale à ça. Donc, pour réitérer, on va chercher les delta J qui n'appartiennent pas à la base, qui a la plus grande valeur positive. Or, les delta J qui n'appartiennent pas à la base, c'est E2, E3, E4. Mais E2, E3 et 4, aucun d'entre elles, ou aucun d'entre ces vecteurs-là, n'a un delta J positif. Et du coup, il n'y a plus de delta J positif. Et donc, on va arrêter le simplex. On va dire que le 11500, c'est la valeur optimale de la fonction objectif. Les coordonnées correspondantes, c'est 250, 500, 1500. D'accord? Et donc, on va refaire le chemin qu'on avait fait. Donc, on est parti du 0, 0, 0, d'accord? Puis, vers le point C qui est 0, 500, 0 avec une valeur 6000. On passe à l'élément suivant, d'accord? Qui est 1500, 0 avec la valeur 10 000. On passe au point R avec la valeur 11 125. Et enfin, on arrive au point qui est Q. Et donc, du coup, le point Q, c'est le point optimal qui vaut 11 125. Et vous avez bien vu que à chaque fois, on passe d'un coin vers un adjacent, d'accord? C'est l'adjacent. On passe à l'adjacent, on passe à l'adjacent, et puis on passe à l'adjacent. D'accord? Donc voilà, on a fait 1, 2, 3, 4 étapes, plus l'étape initiale pour faire le I0, donc 5 étapes. C'est au lieu de passer par tous les sommets et calculer toutes les intersections, on voit bien l'utilité de l'algorithme de simplex. D'accord? Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir quelques cas spéciaux, ce qu'on appelle les cas de dégénérescence en général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.